Havre, ce palais. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais, architecturalement, ouais. Il a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale internationale. En 31. Ça raconte beaucoup quand même, hein. C'est-à-dire que, voilà, on voit pas une femme ou un homme avec une plume ou un instrument de musique dans les mains, quoi. Ils sont tous à la cueillette ou à la pêche, quoi. Oui, vous avez voulu qu'on vienne là, pourquoi? Bah, parce que je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Le résultat de la colonisation, forcément, c'est l'immigration, c'est les gens qui arrivent. Migrer, bouger, déménager, c'est un peu votre histoire. Ouais. Ouais, j'ai 2 passeports, j'ai un passeport libanais et un passeport français. Ma mère, depuis qu'elle est mariée, elle a fermé 23 fois de maison, changé de maison. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Bonjour Simon Aperian. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Auteur, metteur en scène, comédien infidèle du Théâtre du Soleil. Dans cette émission, vous nous direz tout de votre passion du jeu et des mots. Mais avant, je vous propose qu'on visite la dernière exposition de ce musée de l'immigration. Yes. On y va? On y va. De quelle manière l'immigration a-t-elle enrichi les courants musicaux à Londres et à Paris? Et comment cette musique rebelle, porteuse de revendications, a transformé ces 2 villes en capitales multiculturelles? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vaste exposition proposée au Musée de l'Histoire de l'immigration. Bon, dans cette grande exposition, vous retracez 30 ans d'histoire de la musique portée par les migrants. Le point de départ, c'est 1962. Pourquoi 1962? Parce que c'est d'abord 1962, l'indépendance de l'Algérie, mais aussi de la Jamaïque. Et c'est le moment où Paris et Londres, d'anciennes capitales d'empire, deviennent des capitales de l'immigration aussi. Hein. Bon, évidemment, Simon, vous aimez la musique. La musique, elle est très présente dans vos spectacles. Pourquoi? Est-ce que c'est pour porter des idées, véhiculer des émotions? Un petit peu tout ça, mais je pense que la musique continue là où les mots s'arrêtent, quoi. La musique, elle va au-delà des mots, quoi, je pense. C'est the ultimate vaisseau spatial. Bon, alors on embarque dans le vaisseau spatial de cette exposition. Allez, on vous suit. Avec plaisir. Bon, les années 70, elles sont très marquées par la lutte anti-racisme. Est-ce que la musique a accompagné les mobilisations dans les 2 capitales? À l'intérieur de la ville de Londres, les rockers, les punks rencontrent les Jamaïcains aussi parce qu'ils sont dans les mêmes quartiers un peu défavorisés du centre de Londres, autour de Notting Hill, mais aussi Brixton. Et quand Eric Clapton a des propos racistes, Eric Clapton a eu des propos racistes sur scène, ça a choqué beaucoup de ses fans, ils ont décidé de montrer que les artistes n'étaient pas racistes. Et donc, ils ont créé ce mouvement Rock Against Racism, le rock contre le racisme, qui s'est traduit par toute une série de concerts. Donc là, on arrive aux années 80 et ce qu'on va découvrir, c'est que les musiques qui étaient marginales dans les années 70 deviennent très populaires, notamment les musiques afro comme le zouk. Kassav en tête. Voilà, c'est la concrétisation. Les musiques sont à la mode, sont branchées. Donc on est ici dans un peu une ambiance de boîte de nuit. On a pensé au Palace, mais aussi à tous ces autres clubs qui ont accueilli ces musiques. C'est une exposition qui met en avant les aspects positifs, culturels de l'immigration. On est quand même assez loin du discours ambiant. C'était vraiment le propos qu'on voulait dire, c'est que sans ces migrations, on n'aurait pas cette richesse musicale. C'était vraiment aussi le point de départ de cette exposition que de montrer cette contribution qui font de Paris et Londres aujourd'hui des capitales internationales. Non, mais c'est une grande richesse. Le nier, c'est nier l'évidence que eux, ils nous apportent aussi quelque chose musicalement, poétiquement, politiquement, socialement et plein de manques, quoi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant des deuils. Simon, on est au Théâtre du Soleil, c'est un peu votre 2e maison. Ouais. Racontez-nous comment et quand tout a commencé ici. Voilà, ça a commencé en 85, quand je suis arrivé de Los Angeles. Donc j'étais 2 mois en audition ici, au Théâtre du Soleil, avec Ariane. Et j'y suis resté 8 ans. Ouais, vous y avez des souvenirs merveilleux. Des souvenirs merveilleux parce que c'est un peu mon idéal de vie. Le collectif, c'est mon utopie à moi aussi. C'est-à-dire d'arriver
à faire ça ensemble, à vivre ensemble, à partager les mêmes folies artistiques, poétiques. Je dirais même, j'aime pas tellement le mot objectif, mais partager les mêmes folies, quoi, les mêmes rêves. Vous avez toujours été un amoureux des mots. D'ailleurs, à la fin des années 2000, vous vous lancez dans l'écriture théâtrale. Pourquoi? Est-ce que c'était devenu trop étroit de seulement incarner sur scène? Moi, j'ai besoin d'être en activité. Je ne dis pas que je suis super actif, mais je ne voulais pas attendre qu'on m'appelle. Je ne voulais pas attendre qu'on m'appelle, qu'on me dise « Tiens, t'es engagé, t'es pas engagé ». Du coup, je me suis mis à écrire, mais c'est venu par... Je ne me suis pas dit « Il faut que j'écrive ». Noritza, il va finir cette pierre, je te le promets. Ouais, je sais, tes promesses, tu les as toujours tenues, mais moi je serai finie avant. Alors, vous avez notamment écrit cette trilogie qui débute par Pénélope ou Pénélope, l'histoire d'une famille qui traverse le temps. Et l'histoire, il est entre autres question de transmission des valeurs, transmission des blessures également. J'imagine que vous êtes allé puiser dans votre propre histoire familiale. Oui, bien sûr, mais pas que. Mais je suis parti de là et j'ai essayé de conjuguer ça par l'écriture. C'est pour ça que les Grecs, ça m'intéresse beaucoup, les mythes, parce que c'est des endroits où j'ai puisé beaucoup et j'ai tricoté ça. En fait, j'ai essayé de faire disparaître l'histoire de ma famille dans un écrin serti de mots et de pensées, j'espère. On revient un peu sur votre parcours. Vous êtes donc issu d'une famille arménienne. Vous avez vécu à Paris, à Beyrouth, à Los Angeles. Comment est-ce que vous avez vécu ces déménagements successifs? Je pense notamment à ce départ précipité de Beyrouth à cause de la guerre. Ben, mal, forcément mal. Mais quitter, c'est toujours difficile. Et en même temps, c'est le fait de quitter qui m'a forgé. Pourquoi? Parce que j'ai appris à apprécier. Parce que vous savez que demain, tout peut s'arrêter. Exactement. Exactement. Et j'espère, pas ici, mais même ici, personne, nul endroit n'est à l'abri de quoi que ce soit. De retour à Paris, vous intégrez le Théâtre du Soleil. Sur les planches, vous êtes dirigé par les plus grands, Ariane Mouchkine, bien sûr, Irina Brouk. En 2001, vous raflez le Molière du meilleur comédien. Et quand vous allez chercher votre récompense, vous dites la chose suivante: je vous souhaite à tous une vie pleine de théâtre et un théâtre plein de vie. Je vais donc vous laisser finir ma phrase. Le théâtre, pour vous, c'est le seul endroit où l'on pratique la représentation sublimée de la vie. Un acteur, une actrice, c'est un intercesseur entre le divin et le temporel, c'est un intercesseur entre le réel et l'imaginaire. Et le réalisme, c'est notre pire ennemi. En tout cas, moi, c'est mon pire ennemi. Si on entend les mêmes phrases de chez mon boulanger, ou moi je l'aime bien mon boulanger, mais j'en ai rien à foutre de le voir sur mon plateau. Moi je veux voir un acteur qui est le roi des boulangers, qui sublime son métier, qui sublime son travail, qui sait de quoi il parle. Au cinéma, c'est Cédric Clapiche qui vous offre vos premiers rôles. Ouais. D'ailleurs, depuis, vous êtes peu quitté. Vous êtes encore à l'affiche de son nouveau long-métrage, 2 mois. Vous incarnez cet épicier volubile et poète qui raconte des histoires. Au fond, ça vous va bien parce que vous aimez bien cette tradition de l'oral, des histoires qui se racontent dans la rue. Ouais. Ouais. Ben, je pense que l'oralité, c'est l'immédiateté. Déjà, c'est le contact humain. Et puis, c'est une incursion dans le monde de l'autre. Et on a perdu cette habitude-là, à Paris, dans les grandes villes du moins. Ah, mais ça, c'est pas vous, ça. Ah bon? C'est quoi, moi, alors? Il y a pesto, et pesto. Ah non, pas ça, ça. Ça, c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Vous avez aussi beaucoup joué sous la houlette de Robert Guédiguian, qui est un grand humaniste. Qu'est-ce qui vous plaît dans son cinéma? Sa constance politique et son humanité, justement. Et sa constance à vouloir raconter la souffrance des plus petits et l'injustice, qu'elle soit d'ordre social ou autre. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour et d'amitié et de respect. Si je fais les comptes, plus de 140 rôles, au théâtre, au cinéma, à la télévision. Ouais. Alors, vous détestez vous laisser enfermer, vous avez donc à peu près tout joué, mais quand même avec vos yeux noirs, avec cette stature imposante, on vous a souvent confié des rôles de méchants. Vous aimez bien jouer les méchants? Ah, j'adore. j'adore. Non, mais j'aime bien ça, parce que c'est de trouver la finesse dans... J'aime bien ça, parce que les nuances de la méchanceté, elles sont sans fin. Pourvu que ce soit bien écrit et que c'est des gens que j'aime artistiquement et humainement, moi j'y vais jusqu'à la fin de mes jours, je suis prêt à jouer des méchants, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de me dire, tiens, j'ai fait un méchant, demain il faut que je fasse un prêtre, et après-demain il faut que je fasse un chanteur d'opéra. C'est pas ça la diversité. Check to you, sir.
All in. No way. 20,000. Table stakes. I'm sorry, sir. Okay. This is on the table. That's my card. Want to bet? On revient sur les planches du Théâtre du Soleil. Vous avez écrit et vous mettez en scène une pièce qui s'appelle Électre des bas-fonds. Vous revisitez intégralement le mythe d'Électre. Alors au départ, c'est quand même une tragédie grecque sombre. À l'arrivée, c'est un vibrant plaidoyer pour la justice et la liberté de la femme. J'ai envie de vous demander, mais comment ça s'est passé dans votre tête? Ça commence quand même par un roi qui décide d'assassiner sa fille, pour plaire aux dieux et naviguer jusqu'aux Troyens. Après, moi, j'ai ma version à moi de pourquoi il fait ça. Je pense qu'il fait ça pour impressionner l'ennemi, c'est-à-dire que s'il tue sa propre fille, il n'épargnera aucun de ses ennemis. C'est aussi un acte de dire « Voyez ce que je fais, donc à vous, je vous réserve le pire ». Derrière, il y a, et c'est sans compter avec ce que ressent Clytemnestre, la mère de cette petite Iphigénie, qui va pas laisser passer le meurtre de sa fille. Elle le tue, elle le fait, elle a raison. Puisse-t-elle nous laver et t'atteindre jusque dans le royaume des morts, d'où personne ne revient. On reste au théâtre, en famille, et on poursuit ce pari des arts en musique, car Simon nous présente son fils, Jivan Abkarian, contrebassiste et chanteur. C'est l'un des 3 membres du groupe All Angels, une formation très rock'n'roll, nourrie au blues électrique de Chicago. Bon alors vous jouez tous les 3 dans Électre des bas-fonds, c'est votre première collaboration avec Simon? Oui. Ouais. C'est une expérience de jouer avec son père. Est-ce que c'est une facilité ou au contraire ça met la pression? Non, c'est une facilité, c'est hyper cool. Bah ouais, on s'entend bien. C'est agréable de bosser ensemble. Ouais, c'est super. Puis je suis avec mes potes. C'était une évidence de faire appel à eux, de leur proposer en tout cas d'intégrer le projet? Non, c'est jamais une évidence de proposer quoi que ce soit à qui que ce soit, surtout quand ils sont proches comme ça de moi. Mais quand je les ai entendus, là, l'évidence s'est faite. Voilà, c'est les poumons du spectacle. Sans eux, il y aurait pas, le spectacle ne serait pas comme il est. C'est eux qui ont composé les chants, les mélodies des chants. C'est eux qui ont fait la musique des danses. Donc, ça n'aurait pas été comme c'est. Je pense que la tragédie, sans la musique, c'est un bel oiseau sans ailes, quoi. Et nous, on s'envole grâce à eux. Alors, votre truc à vous, c'est le son des années 50, voire 60. Ça fait de vous un groupe plutôt passéiste ou résolument moderne? C'est une bonne question. Je pense qu'on essaie d'être moderne dans nos compositions et dans la manière d'interpréter cette musique. Après, je pense que c'est important de piocher dans le passé pour... Enfin, important, nous, on aime ça parce qu'on aime le son, on aime ce son-là, on aime cette manière de chanter, de danser, de faire la fête. Et je pense qu'on a énormément... Enfin, nous, on a commencé par écouter des trucs vachement plus récents, du punk, du hard rock, au blues, aux Beatles, aux trucs. Et puis maintenant, on essaie un peu de synthétiser tout ça. Moi, tant qu'ils font pas de la variette, je suis content. Ah, ça risque pas, c'est bon. Vous, qu'est-ce qui vous séduit dans leur musique? C'est leur pêche ou leur passion, quoi. C'est pas... Ils sont pas en train de vouloir devenir quelqu'un, à être quelqu'un dans le monde de la musique. Ils font ça parce qu'ils aiment ce son-là, parce qu'ils aiment cette musique-là, parce que, en plus, je pense que ils sont en train de... Enfin, moi, j'admire les musiciens et je les envie parce que quand on fait de la musique, les cellules, elles fleurissent autrement, quoi. C'est des gens autrement plus intelligents et développés que nous, les musiciens. Un jour, les scientifiques le prouveront et moi, je sais que c'est vrai. Et c'est l'heure à présent de soumettre Simon au questionnaire des internautes.
que c'est là que je suis né. C'est au théâtre que j'ai commencé à jouer, donc je crois que je la lâcherai jamais. Oui, quand ça parle de nourriture et quand ça parle de nourriture terrestre et spirituelle, ouais. C'est un homme qui aime parler et qui aime faire manger les autres, donc oui. Incroyable, formidable. Grosse machine, avec des gens complètement dévoués à leur boulot, quoi. Je préfère faire des films français. Je dis ça, je dis rien. Intégrité. Merci, Simon Carian. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève Merci. le Paris des Arts consacré à Simon, que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet. Et puis n'oubliez pas, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Hein? À très vite, ouais. Merci à vous. Merci.